Est-ce que les plantes peuvent tomber malades? Et oui, comme les humains et les autres animaux, les plantes peuvent aussi tomber malades. Bon, bien sûr, leurs symptômes, c'est pas de tousser ou d'avoir le nez qui coule, mais plutôt de mal se développer, d'être complètement parasité ou de se faire recouvrir les feuilles par un petit duvet blanchâtre ou grisâtre de moisissure. Elles peuvent tomber malades à cause d'agents pathogènes qui attendent d'infecter les plantes et qui peuvent venir de l'eau, de l'air, du sol ou d'un animal qui passe par là et qui transporte des germes sur son corps. Il y a plein de types de pathogènes et en gros il y a des bactéries, comme les humains, des virus, ça aussi, comme les humains, des champignons, bon ça pas trop comme les humains mais s'il vous plaît si vous êtes infecté par ça, allez consulter. Des petits vers parasites qui vivent à l'intérieur de la plante, ça aussi les humains peuvent en attraper comme le ver solitaire par exemple, mais chez les plantes on appelle ça des nématodes. Des petits insectes parasites et des plantes parasites, mais ça les humains on n'en attrape pas et franchement c'est tant mieux. Il y a des pathogènes qui aiment quand les plantes sont vivantes et il y en a qui aiment quand elles sont mortes et vont même les tuer dans le but de pouvoir mieux se développer. Et en plus, par-dessus tout ça, les plantes peuvent encore se faire manger par des herbivores. Et tout ça, sachant que la plante ne peut pas partir, elle est enracinée dans son environnement et subit tout ce qui s'y passe. Il est important que la recherche scientifique s'intéresse à ce sujet puisque les maladies des plantes causent de nombreux dégâts sur les récoltes partout dans le monde et sur toutes les espèces cultivées. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'AFAO, estime qu'on perd 20 à 40% des récoltes à cause des maladies des plantes dans le monde, ce qui représente 220 milliards de dollars par an. On peut essayer de réduire ces chiffres avec grosso modo 2 stratégies, les pesticides et les variétés de plantes résistantes. Car oui, lorsqu'une espèce est capable d'être attaquée, en général, il existe des individus de cette espèce qui sont résistants à ce pathogène. Et ça, c'est parce qu'au cours de l'évolution, les plantes ont développé des stratégies de lutte contre ces maladies. Elles ont chacune des centaines de gènes qui sont destinés à coder un système très complexe de défense. Et ça peut ressembler à différents moyens de défense d'un château fort. Elles empilent des éléments de défense les uns après les autres en essayant de diversifier les modes d'action, comme on empile les barrières physiques et les tours d'attaque dans un château fort. Il existe des molécules qu'on appelle phytoanticipines qui se baladent dans la sève des plantes et qui sont là pour monter la garde comme des veilleurs de château fort. Elles tournent et retournent dans la plante pour surveiller si des corps étrangers veulent rentrer. Et si elles en trouvent un, elles le désarment et l'empêchent de fonctionner. Il existe aussi des barrières physiques, comme les douves autour du château. Les plantes vont se mettre à produire des substances solides autour du point d'attaque pour empêcher le pathogène de rentrer dans la plante. La plante sait qu'elle est attaquée car elle a repéré des motifs moléculaires à la surface des pathogènes et ne font aucun doute sur sa nature ennemie. Ces motifs moléculaires sont comme les drapeaux et étendards que les ennemis brandissent lors de l'attaque du château fort. En les voyant, les habitants du château se préparent et consolident le côté attaqué. De même, comme les soldats qui jetaient de l'eau bouillante sur les ennemis depuis les remparts, les plantes peuvent sécréter des molécules toxiques pour le pathogène. Une fois le motif moléculaire, ou drapeau, de l'ennemi repéré, la plante va sécréter des phytoalexines qui vont essayer de tuer le pathogène. Parfois, la plante va même sacrifier quelques cellules au niveau du point d'entrée en suicidant ses propres cellules pour que le pathogène ne puisse plus se reproduire. Mais ça ne marche que si le pathogène aime les plantes vivantes. Autrement, il se fera une joie de tomber sur des cellules mortes. Contrairement aux humains et aux autres animaux, les plantes ne produisent pas d'anticorps, c'est-à-dire qu'elles ne se souviennent pas d'une maladie et ne développent pas d'immunité acquise. Néanmoins, les plantes peuvent parfois, sous certaines conditions, développer un mécanisme de défense qu'on appelle résistance systémique acquise. C'est un signal qui est envoyé à travers toute la plante, et pas seulement au point d'infection, et qui permet à la plante d'être plus résistante à un pathogène connu, mais aussi aux autres pathogènes pendant quelques semaines. Mais, en dehors de cette résistance systémique acquise, les mécanismes de résistance se développent à l'échelle du temps de l'évolution, ce qui est très lent. En gros, c'est grâce à la sélection naturelle. Si tu as le gène de résistance, tu vis. Si tu l'as pas, tu meurs. Enfin, ou alors tu peines à te reproduire parce que t'es pas trop en forme. À l'échelle de l'évolution, donc, les plantes vont accumuler de nouveaux gènes de résistance. Ces gènes de résistance permettent, par exemple, de reconnaître les motifs moléculaires des ennemis, ou leurs drapeaux si vous préférez, et d'agir mieux et plus vite contre les pathogènes. Mais les ennemis, eux, ne vont pas se laisser faire et vont accumuler des gènes qui leur permettent de contrôler les nouvelles résistances. Les plantes vont à leur tour développer de nouvelles formes de résistance, et etc., etc. C'est ce qu'on appelle le modèle en zigzag, parce que le niveau de résistance de la plante et le niveau de virulence des pathogènes font des allées et venues. C'est pour tout cela que l'on continue d'étudier les interactions entre les plantes et les pathogènes, pour identifier des sources de résistance qui vont aider les plantes à survivre aux pathogènes et pour répondre à la question du 9 docteur.